Ouais. C'est bon? Oui. J'arrive, en fait, je m'excuse, c'est parce que je fais une introduction un petit. Je sais pas encore. Moni, j'en ai 4 pages là. Je suis désolée, peut-être que j'aurais dû aller plus direct sur Moni, parce que j'ai dit que j'avais parlé de Moni, mais c'était un peu pour faire le. Ok, alors John Money, date de naissance 1921, mort en 2006. Allez, voilà, c'est plus classique comme. Donc c'est quelqu'un qui a été formé à la psychologie médicale et à la pédiatrie, pardon. Et donc le terme de genre, quand lui il va l'utiliser, donc il va être le premier à l'utiliser, comme je disais tout à l'heure, il va prendre le terme qu'on connaît qui vient de la grammaire, hein, c'est-à-dire l'accord en genre masculin, féminin, comme on a en français, on n'a pas de neutre par exemple, il y a des langues où il y a des neutres, et non on a le masculin et le féminin. Et donc il commence à utiliser ce terme de genre, et il va commencer donc à. Il est influencé, oui. Est-ce que quand vous parlez de la définition du terme de genre, vous préférez la définition anglo-saxonne du genre? Il est américain, lui, mais il prend quelque chose qu'il y en a dans la grammaire en français aussi. Et après, il va développer. J'ai pas compris la question. Non, mais c'était juste pour être sûr que du coup, même à cette époque-là, c'était la définition de genre déjà dans la grammaire anglo-saxonne et se référait à. Ah oui, lui aussi, oui, pardon, effectivement, il voit masculin, féminin, l'accord, je sais pas, des adjectifs. Oui, tout à fait, oui, il l'emprunte, c'est lui qui va le ramener dans la sphère médicale et psychologique, etc. Donc le contexte de Money, les années 50, c'est juste après la guerre, il y a eu la crise des années 30, vous avez quand même une grosse dépression économique, la natalité a chuté, on est passé par quand même une forte racialisation, l'eugénisme, le nazisme, etc. Et c'est vrai qu'on a toute une obsession de l'hygiène sociale. Alors on l'avait déjà au 19e siècle, on en avait parlé un petit peu avec justement les sexologues, la criminologie, etc. Mais il y a aussi l'idée de comment est-ce qu'on peut contrôler la société. Et vous avez 2 écoles à l'époque de sociologie et de psychologie aux États-Unis qui ont le vent en poupe, qui sont hégémoniques si vous voulez. C'est d'un côté, vous en avez peut-être entendu parler dans les cours de sociaux, donc c'est tout ce qui est fonctionnalisme structurel, avec des gens comme Parson, etc., notamment en sociaux. Et en psycho et en psychosociaux, c'est plutôt tout ce qui relève du behaviorisme, donc l'exemple étant le plus connu, c'est toujours Pavlov. Donc voilà, on a un chien être conditionné, enfin le chien conditionné, et on considère que les humains peuvent être conditionnés de la même manière, les enfants aussi, et où se fait le conditionnement dans la famille. La famille va devenir vraiment un lieu où on dit, ben voilà, c'est là que la société. Alors c'est pas toujours le cas, nous ça nous paraît évident, il y a des époques où on considère plus que c'est l'école, des institutions. Là, la famille prend un rôle très important. Donc il y a des gens qui pensent aussi, en commentant en termes foucaldiens, qu'on n'est plus tellement dans l'aveu, la recherche de la vérité du patient. Donc on avait parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'Herculine Barbin, ou des gens qui envoyaient des autobiographies sexuelles justement aux grands sexologues du 19e, ce qui expliquait le nombre de volumes de la psychopathie sexualiste, etc. On essaie de comprendre plutôt les différents stades du développement et comment justement manager la vie dans un sens normatif bon pour la société et bon pour la personne. Donc là, il n'y a pas, si vous voulez, d'ambiguïté, c'est-à-dire que la sociologie, la psychosociologie, voilà, est au service du bon fonctionnement de la société. Donc encore une fois, c'est super populaire, hein. Le sociologue est vu un petit peu comme le médecin, comme le psychothérapeute, si vous voulez, qui aide à maintenir la santé de la société et du patient, du système du patient, puisqu'on pense qu'il y a quelque chose de systématique. Donc ça, c'est la définition que donne Parson, par exemple, du rôle du sociologue. C'est Parson aussi qui invente un terme que nous, on emploie sans vraiment savoir d'où il vient, de famille nucléaire, hein. L'idée que voilà, la famille est le noyau,
Vous savez, il y a eu plein de formes de famille. Il y avait un moment où la famille, c'était pas du tout un noyau. Enfin, ça fonctionnait autrement. Les familles au 19e ne fonctionnaient pas du tout comme elles fonctionnent maintenant, étaient beaucoup moins individualistes, beaucoup moins centrées autour du couple, etc., etc. L'enfant restait moins dans la famille, on le balançait aux nourrices, enfin bon, vous voyez, donc c'est pas, il y a une espèce de, si vous voulez, de cellule à la fois une cellule familiale, le terme, une cellule familiale, très privée quelque part, hein, enfin, et en même temps, on connecte et qu'on essaie de voir comment, quelle est sa fonction dans la société. Donc la famille, c'est le lieu idéal pour le maintien de l'ordre social, et évidemment, pour ces raisons, on va s'interroger à ce qu'on appelle les rôles de sexe. À l'époque, donc on est dans les années 30, 40, 50. Si vous regardez toute l'iconographie de ce qu'est la famille exemplaire avant les années 60 aux États-Unis, vous voyez après à peu près de quoi il retourne. D'ailleurs, il y a pas mal de séries qui sont revenues justement sur cette époque, enfin les rôles traditionnels. Donc pour la femme doit être au foyer, évidemment qu'elle doit faire des enfants. On parle des trois M, mariage, maternité, c'est quoi le troisième? J'arrive pas à me relire. Hein? Quelqu'un a dit quoi? Mariage, maternité, c'est quoi l'autre? Bon, j'arrive pas à me relire les choses. Et donc, on va s'intéresser à comment, au sein de la famille nucléaire, il faut socialiser les enfants. Donc, Money, lui, dès les années en 55, il fait paraître ses premiers articles. Donc, Money, c'est aussi quelqu'un qui veut se faire un nom dans la science. Donc, il va se choper les hermaphrodites, il dit « moi, je pars de là, c'est mon truc, j'y vais ». C'est quand même ça aussi. Hein. C'est quand les... C'est comme ça que se font aussi les disciplines, l'obstétrique contre, on en avait parlé, le savoir traditionnel des sages-femmes. À un moment donné, hop, on spécialise. Donc il y va sur les hermaphrodites. Donc lui, il a été étudiant de Parsons, hein, donc il est forcément influencé par ce que je viens de dire. Il va lui emprunter aussi le terme de rôle, je ne reviens pas sur le genre. Et à l'époque, on a déjà des discussions, quels sont les critères scientifiques qui permettent de définir le genre, le sexe, on dit le sexe d'une personne et lui il va aller sur le genre. Donc on réfléchit aux chromosomes, sur la morphologie génitale externe, les hormones, puisqu'on commence à pouvoir, on a binarisé les hormones en disant qu'il y a d'un côté les hormones masculines et les hormones féminines, les caractéristiques sexuelles dites secondaires, l'appareil reproductif. Donc on a déjà tous ces critères, si vous voulez, les scientifiques, donc évidemment on dit non c'est plutôt ci, c'est plutôt ça, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire donc avec les personnes dites hermaphrodites, pour reprendre un peu le discours qu'on retrouve dans la littérature hellénistique, etc., bon, avec les traités d'Ovide, ou même, vous savez, l'apparition des hermaphrodites dans le banquet de Platon. Vous savez qu'à l'époque moderne, les hermaphrodites, il y a tout un séminaire de Foucault là-dessus, hein, dans les anormaux, on ne les oblige pas tellement à décider, en fait. Hein. On n'est pas du tout dans cette idée de, bon, d'un côté ou de l'autre, un sexe, un corps, un genre. C'est justement avec l'arrivée des théories biologisantes, de toutes ces sciences qui, quelque part, bon, se battent pour bien définir ce que c'est le masculin et le féminin, que ça va renforcer aussi cette idée que, quelque part, il faut absolument binariser, plus le développement de l'administration, du juridique, comme je le disais tout à l'heure. À partir du moment où vous avez 1 et 2 sur la sécurité sociale, bon, bah, c'est 1 et 2, c'est pas 1, 2, 3. Donc, et en plus, qui peut déterminer tout ça? Donc, il y a tous les médecins dont je parle, plus les experts juridiques qu'on retrouve maintenant, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que Money va aller sur un autre critère en disant « mais non, tous ces critères-là ne sont pas suffisants. Le vrai critère, c'est le critère psychologique. » Donc ça, on l'avait déjà vu un petit peu, je l'ai dit tout à l'heure, dans tout ce qui est sexologie allemande, etc., puisqu'on disait « ah, mais il y a des gens qui peuvent avoir un sexe psychologique différent de leur sexe dit biologique. » Et lui, donc là où il va innover, enfin de son point de vue en tout cas, c'est dire voilà, non, le sexe d'une personne ne réside absolument pas dans ses parties génitales, c'est le résultat d'un système donc d'apprentissage, de comportement, de répétition. Donc il va dire que les rôles de genre sont appris après la naissance et sans lien avec le sexe biologique. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment
faire un divorce entre le sexe naturel, le sexe biologique. Vous voyez bien que là, il attaque un peu la biologie, parce que les critères que j'ai donnés tout à l'heure, c'est plutôt des critères dits biologiques, et il va dire c'est autre chose. Donc, il va dire, voilà, il y a plein d'autres critères qui permettent finalement de construire ou d'apprendre son genre, sachant qu'il est quand même dans une théorie behavioriste. Donc l'idée c'est, on répète des choses, on a des stimuli et c'est comme ça qu'on va apprendre. Et il va dire, ça c'est intéressant pour nous, parce que mine de rien, ça fait écho quand même avec la définition qu'on va voir tout à l'heure de définition de genre en performance. Il y a plein d'autres choses qui permettent qui manifestent matériellement le genre d'une personne. Il va dire il y a le langage, les sujets de conversation, les désirs inconscients, ça je vous donne la liste de Monnet, les préférences personnelles, la démarche, le comportement, les jeux, ce à quoi on aime jouer, les divertissements, les rêves, les fantasmes, les maniérismes, et là on voit bien qu'il fait référence à certaines attitudes corporelles, les pratiques sexuelles, et aussi même les réponses que donnent les gens quand ils répondent à ces questions. On leur dit, mais donc vous vous sentez, vous êtes un homme, vous êtes une femme, etc. Donc oui, on glisse sur tout un ensemble de critères plus comportementaux qu'on peut apprendre, etc. Un ensemble de signes, si vous voulez. Donc comment ça se passe? Comment les genres sont appris? Donc selon Monnet. Donc là, il invente un concept, bien sûr, sinon ce ne serait pas scientifique, qui est le concept de l'imprinting, donc l'idée que ça s'imprime, donc ça va être la théorie de l'imprinting, du gender imprinting, donc littéralement le fait que ça imprime. Donc là, vous voyez, on est bien dans la théorisation behavioriste. Au bout d'un moment, ça s'imprime, ça va rentrer en quelque sorte. Et c'est comme ça que se produit la différenciation psychosexuelle. Donc après, Monnet va inventer une théorie, donc qui est un récit, où on va dire, ben voilà, Freud il dit, tout se passe 3 ans, alors là, attention, c'est le dit, tout se passe à 3 ans, on ne sait toujours pas pourquoi c'est 3 ans, mais c'est 3 ans. C'est comme ça. Ah oui. Eh ben Monnet, c'est 2 ans et demi, voilà. Et en tout cas, vous remarquerez qu'il faut faire vite. C'est aussi ça qui est intéressant, parce que sinon, ce ne serait pas drôle. Donc, avant 2 ans et demi, tout se passe. Tout l'apprentissage, après 2 ans et demi, là, ça commence à être plutôt critique. Donc, en plus, la théorie de l'imprinting, il l'a emprunté, vous savez, à toute l'éthologie animale, notamment avec Lorenz. Donc, Lorenz, quelqu'un qui avait fait ces expériences où il se faisait passer pour la mère des canetons, enfin, pour une mère oie ou canne, oie plutôt. Une mère oie, une oie, c'était des oies ou des canards? Des oies, je crois, le truc avec Lorenz. Donc, oui, il faisait les gestes, il faisait les bruits de l'oie, et de la mère oie, et comment on dit les bébés oies? C'est pas les oisillons, ça va, bon, les bébés de l'oie, pensaient que qu'il était la mère. Bon, évidemment, on les avait privés de la mère, évidemment, et donc ils allaient vers lui, et donc il devenait la mère, donc vraiment prouvé qu'ils la reconnaissaient. Enfin, selon leur théorie behavioriste, ils identifiaient le scientifique comme étant la mère des bébés oies. Donc en gros, ils empruntent à la psychologie animale, qui vaut aussi ce qu'elle vaut, je me rends compte, mais tout ça pour dire... Non mais vous voyez que tout ça, c'est quand même toute une série de discours qui s'imbriquent. Et donc, l'idée, c'est de dire, comme les oies apprennent un langage pour reconnaître leur mère, les enfants aussi, mais ça aussi, nous, on pense des choses comme ça. Enfin, ça n'a pas l'air aberrant de dire que voilà, si on veut apprendre le langage, on va l'apprendre comme un langage. On va répéter des trucs, on va répéter des comportements, il y a comme une grammaire, si vous voulez, du genre. Donc c'est un processus actif, l'imprinting, donc il y a toute une série de stimuli, donc on est bien, vous savez, le stimuli dans la logique justement de la psychologie behavioriste, qui vont faire que l'enfant va répondre à des stimuli et qui va aller dans l'apprentissage du genre. C'est quoi les stimuli en question? Des exemples très concrets, j'anticipe les questions, je vais donner des questions. Je m'excuse, j'essaie de faire un truc assez détaillé, donc je pense que ça va être très clair à la fin, peut-être, j'avais l'impression que c'était trop détaillé, mais les pronoms personnels, au bout d'un moment, on comprend qu'il y a, il y a des pronoms personnels masculins, des pronoms personnels féminins, ça peut être la coupe de cheveux, ça peut être plein de choses et plein d'autres attitudes.
voilà un petit peu comment Monnier ajoute, si vous voulez, des critères pour ce que c'est de... Alors là, on ne va pas dire de performer, mais d'apprendre le bon genre, hein, en tout cas un genre masculin ou un genre féminin. Et là où il va intervenir, c'est qu'il va être d'accord pour dire, voilà, bon, les personnes intersexes qui ont un tissu génital indéterminé, pourquoi il faut les corriger? Il faut les corriger parce que ça leur permettra justement d'être mieux socialisés. Ça en fera des sujets adultes s'ils n'ont qu'un genre, pour le dire maintenant avec son terme. Ils sont plus stables, ils sont sexués, etc. Et alors le critère de Monnier, c'est un critère visuel, c'est les parties génitales. Lui, il pense que c'est vrai que si on a une partie génitale indéterminée, on ne va pas pouvoir s'identifier comme garçon, parce qu'on ne voit pas le pénis, ou il est trop petit, ce qu'on appelle un micro-pénis. Donc un micro-pénis, c'est un pénis qui se développerait pas plus de 2 cm. Où on ne voit pas les parties génitales féminines, donc ça va générer la confusion, il n'y aura pas d'imprinting à ce niveau-là. Donc il faut rétablir l'imprinting. Donc à la fois il est d'accord pour dissocier sexe et genre, mais en même temps il dit pour qu'il y ait de l'imprinting, il faut corriger, et c'est là que l'intervention clinique avec le scalpel sur le corps au sens disciplinaire de Foucault intervient. Et là, on peut demander à l'endocrinologue, on peut demander au psychologue, on peut demander à l'obstétricien, on peut demander à toute la médecine, les psychologues, dire d'ailleurs, ils vont tous être convoqués dans les cliniques du genre en question pour, en tant qu'experts du sexe et du genre, pour dire ah oui, vaut mieux faire une fille, un garçon, et c'est comme ci, et c'est comme ça. Parce que si vous avez, oui. Si, bien sûr, c'est plus facile. Les médecins savent faire des vagins, ils ne savent pas faire des pénis. Ne me demandez pas pourquoi. Ils sont très bons, mais voilà, ils ne savent pas faire des pénis. Et en plus, bon, la logique est une logique de genre, à la fois, c'est pas une excuse, hein, c'est les années 50, c'est binaire, c'est cisgenre, c'est la reproduction. On est dans un contexte où il faut faire des enfants, hein. On rigole pas avec ça, quoi. La natalité, il faut qu'elle monte, il ne faut pas qu'elle descende. Vous allez avoir des politiques en direction des mères. Après la guerre, aux États-Unis, vous aurez moins de femmes qui feront des études supérieures parce qu'on va essayer de les rematernaliser. Et c'est aussi parce que là, on voit bien la dimension politique, elle est politique de la natalité. En plus, on aimerait bien que les femmes blanches fassent des enfants, qu'on n'ait pas que des enfants noirs, on sait bien qu'ils font plus d'enfants que tout le monde. Donc il y a tout le contrôle, vous voyez, le contrôle de la population, au sens biopolitique du terme, c'est que le contrôle de la population est une des formes de pouvoir déclinée par Foucault. Vous voyez, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Donc l'idée, par exemple, l'idée de dire un micro-pénis, l'idée même de nommer un micro-pénis, pourquoi un pénis est trop petit, outre le fait que oui, il y a aussi beaucoup de questions de la taille du pénis en général sur la masculinité, mais il y a l'idée qu'il ne peut pas y avoir de sexe pénétratif avec un pénis de 2 cm et que la fonction reproductive ne va pas pouvoir être remplie. Donc on fait une femme, même si c'est contradictoire, parce qu'elle pourra pas, elle aura un vagin, mais elle ne pourra pas faire d'enfant. Mais quelque part, on va réassigner, il va sans arrêt réassigner en tant que femme. Mais tu as raison, c'est aussi parce que les techniques chirurgicales vont de ce sens-là. Je m'excuse d'être brutale, mais ont des hormones, de toute façon, si vous les prenez, vous serez féminisé ou masculinisé. Et après, c'est facile de creuser un vagin. C'est aussi simple que ça. Et c'est exactement les mêmes techniques. En plus, ils n'arrêtent pas de se parler entre eux. Ils sont dans la même clinique, Stoller. Puis lui, il s'occupe des trans, ils se sont répartis le travail. Et lui, il s'occupe des intersexes. Bon, bah, ils savent faire des femmes. Ils ne savent pas construire des hommes. Évidemment que ce n'est pas anodin culturellement, politiquement, que des hommes n'arrivent pas à construire des hommes et que de la côte d'Adam, comme chacun sait, sort. Pas Adam, Ève. Donc ça explique aussi pourquoi, effectivement, David Reimer a été assigné comme femme. David Reimer, ce qui lui est arrivé, ce n'était pas un tissu génital indéterminé, c'est une circoncision qui a été mal faite. Il y avait des techniques de circoncision électrique. Et ils lui ont cramé le pénis. Donc, enfin, bah oui.
le garçon que vous avez ici, qui lui s'identifiait comme garçon. Et les parents de... Non mais c'est intéressant parce que vous voyez, c'est aussi les médias, etc. C'est pour ça que je vous ai montré Christine Jorgensen, parce que c'est à cette époque, vous avez le militaire qui devient la blonde pulpeuse, etc. Les parents de Reimer vont voir en fait une émission, donc ça c'est le côté culture populaire aux États-Unis qu'il n'y avait pas encore, on va dire, en Europe ou en France, vont voir une émission où Moni parle de Christine Jorgensen, donc elle a... C'est une chirurgie de réassignation, on va dire, trans, et ils vont aller dire, écoutez, vous ne pouvez pas faire quelque chose pour notre enfant. Et là, Moni va entrer en scène, avec les techniques du collègue. Il va hormoner le garçon, il va faire, comme je disais tout à l'heure, une vaginoplastie, et le problème, c'est que ça ne va pas marcher. Il va dire, on fait tout de suite, voilà, et après il va se socialiser, il va imprinter comme une fille. Bah, rien du tout, il ne va pas imprinter. Les chirurgies, ils les commencent très tôt. En plus, c'est beaucoup d'opérations. Enfin, en ce moment, ça peut aller jusqu'à 13 opérations. Donc, je ne sais pas dans le détail, il faudrait regarder, mais ils ont dû commencer à 2 ans, 2 ans et demi. Oui. Du coup, à la base, tout ça, c'est commencé parce qu'il y a eu un problème avec le qui a brûlé. Et du coup, comme il y a eu plus, on a dit, il faut faire en femme. Il vaut mieux être une femme que quelqu'un avec un petit pénis. C'est aussi l'idée que c'est le pénis qui définit la masculinité. C'est aussi l'idée que la sexualité ne passe que par le pénis. Enfin, je ne vous fais pas un dessin. Enfin... C'était trop compliqué que ce soit un homme avec un petit pénis ou un pénis avec... Bah, l'idée, c'est de dire aussi, ce sera mieux pour lui. De toute façon, en général, on dit toujours que ça va être mieux. Et on peut le penser socialement, si on est dans une idée où il faut entrer dans une norme et qu'il n'y a qu'un modèle de masculinité. Et puis en plus, si on dit ça aux parents, les parents vont dire, bah, écoutez, faites ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Mais les personnes intersexes, jusque récemment, ne savaient pas ce qu'on leur avait fait. Souvent, on n'avait pas accès à leur dossier médical. Donc, ils voyaient bien qu'ils avaient eu beaucoup d'opérations, etc. On disait, oui, il y a eu un cancer, il y a eu un machin. Et quand ils ne se sentaient pas bien avec par exemple, quelqu'un qui a été assigné femme et qui dit, mais finalement, je me sens plutôt garçon, ils ne comprenaient pas pourquoi. Et c'est souvent en ayant accès au dossier médical qu'ils ont compris. Ils ont dit, mais il y a eu un problème, moi je ne voulais pas ça. Et on l'a fait sans me demander mon autorisation. Donc vous savez que la politisation des personnes intersexes depuis les années 80, c'est de dire, laissez les enfants, les touchez pas. Les gens, ils feront ce qu'ils ont à faire plus tard. Et c'est eux qui décideront, parce que finalement, c'est leur corps. Surtout qu'après, oui, les gens, ça ne marche pas, quoi. Enfin, c'est ça le problème. Donc Reimer, il est allé dans l'autre sens. Donc il a refait une hormonothérapie dans le sens masculin, etc., etc. Il a fait comme il avait, avec les hormones, il avait les seins, il a fait la mastectomie, et pour se suicider. Et il y a beaucoup de parents aussi qui ont disait, parce que le voisinage disait, oh, avant c'était un garçon, maintenant c'est une fille de bois, vous avez des jumeaux, il y en a un qui est mort. Donc il y avait une manière aussi de gérer le genre des enfants. Enfin, je veux dire, c'est quand même aussi de ça. Donc ça veut bien dire aussi que quelque part, on considère qu'il n'y a que deux sexes, il n'y a que deux genres, et puis la masculinité, c'est la masculinité, c'est pas un pénis de 2 cm, et la féminité, c'est la féminité, oui. Et aujourd'hui, je suppose qu'au niveau des opérations, c'est possible, plus possible de faire un pénis qu'un vagin. Donc du coup, est-ce que quand parce que ça se fait encore, du coup, à la naissance, changer de sexe. Du coup, est-ce qu'on est toujours dans la perspective de faire plus facilement un vagin du coup qu'un pénis? Il y a de la phalloplastie qui ne marche pas très bien dans les chirurgies trans, et de fait, les enfants intersexes, donc il y a quelqu'un qui est très bien en France, Vincent Guillot, qui s'occupe de l'association des intersexes. On va plutôt vous mettre du côté de la fille, effectivement. Donc il y a bien un biais aussi. Bon, vous voyez bien comment le genre aussi intervient à partir du moment où les professions, quand même, encore maintenant, médicales, sont quand même assez genrées, masculin. Donc forcément, il y a tout un prisme de la masculinité qui fait que, aussi, on va dire, un mec, ça peut pas être ça. Ça peut pas... Oui. Finalement, c'est comme la conversation. On pourrait, mais on ne peut pas. C'est-à-dire, est-ce que tu peux développer? Ah oui, la contraception masculine, oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
Oui, mais c'est là qu'on voit toujours la symétrie, enfin qu'on connaît bien dans les genres masculins, féminins, et comment ça continue de jouer. Oui, tout à fait. De toute façon, le contrôle de la reproduction, paradoxalement, bon, la pilule la donne aux femmes, mais en même temps, les hommes ne veulent pas l'exercer. Enfin bon. Mais c'est intéressant, effectivement, l'exemple de la contraception, parce que c'est le management de la reproduction. C'est le management de la population, c'est ça, c'est la reproduction, les politiques de production même du vivant, au sens... et pourquoi aussi tout le travail, on a travaillé sur d'autres choses dans les ateliers genre et travail notamment, vous avez la reproduction, qui est un travail pas rémunéré, et puis vous avez la production de l'enfant, l'élever, quand vous êtes la femme au foyer, etc. Et on se rend compte, tiens, c'est marrant, c'est quand même toujours un travail, bon, faire à bouffer, voilà, puis faire la reproduction, la chambre à coucher, c'est là qu'on fait les bébés, après, enfin en général, après, après on va accoucher, après on revient, et après, c'est la mère au foyer qui fait tout le boulot quand même. Donc le boulot de la reproduction, il est dans les mains des femmes encore. Sachant que, bon, vous voyez bien aussi tout ce qui se passe, d'ailleurs, y compris avec les anti-genres, qui interviennent sur justement le planning familiaux et le contrôle de la reproduction. Donc, quelque part, on voit bien qu'il y a toujours une conception du genre ou une théorie du genre sous-jacente. C'est pour ça que je voulais partir complètement sur Moni ou les cathos, vous irez voir ce qu'ils racontent, mais ils ont bien lu Moni. Ils le lisent très très bien. Ils le lisent beaucoup mieux que les queers et les je sais pas quoi, qui ne le lisent pas et qui croient que c'est Butler qui a tout inventé. Non, 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 ils le lisent très bien, ils savent très bien. Effectivement, ils veulent, Moni, ils le diabolisent, parce qu'ils pensent que c'est, ils le représentent comme la théorie du genre, c'est ça, c'est le docteur Mabuse du genre, etc. Mais ils font la même chose. Ils veulent, eux, stabiliser la différence sexuelle telle qu'ils l'entendent. Et ils veulent que ce soit un homme et une femme qui font des enfants, enfin bon, je ne fais pas un dessin, etc. Et ils sont contre la contraception. Donc c'est bien une théorie du genre. Ils la font aussi, tout le monde en fait. Tout le monde fait la théorie du genre. Bon. Donc le misprinting en question, donc je vous ai tout dit, c'est très bien. Alors, oui, l'affaire Reimer, donc je n'ai rien oublié. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir un petit peu en détail. Donc, en termes biopolitiques, vous voyez bien que effectivement, les enfants intersexes, évidemment, vont se retrouver comme des opérateurs de genre, enfin, sur lesquels on fait des opérations de genre, évidemment, privilégiées. En même temps, on voit très bien comment... C'est ce que je viens de dire, vous avez toute une dimension de contrôle ou de régulation de la reproduction, de la vie, etc., qui va de pair avec la reproduction d'un certain ordre social. Parce que la différence, c'est que des parents intersexes, maintenant, il y en a qui pourraient dire, bon écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, ok, il n'a pas un pénis, machin, mais bon, est-ce que pour autant, c'est pas un garçon ? Oui, ça va être plus compliqué, peut-être à l'école, oui, ça va, etc. Mais bon, est-ce qu'il faut lui faire tout ça? Les parents qui... Mais en fait, vous n'avez pas trop le choix quand vous arrivez, on vous dit, oh là là, l'enfant né, on dit, c'est une fille, c'est un garçon. C'est quand même un des gros performatifs, si vous voulez vous entendez, 3 minutes après la naissance. Après, on va où? On va à l'état civil. Qu'est-ce qu'on met à l'état civil? Et après, les parents leur disent, bon, écoutez, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Donc si le discours hégémonique, c'est de dire il y a des filles, il y a des garçons, voilà, il va lui arriver des bricoles, ça va être horrible, qu'est-ce qu'ils font les parents? Évidemment, ils vont choisir ce qu'il y a de mieux, mais c'est quand même le discours médical qui leur donne les arguments. Pas que. Le système sexe-genre dans lequel on est. Donc qui fait qu'effectivement, les intersexes se trouvent broyés par le truc, voilà. Après, vous allez me dire, c'est pas beaucoup de monde, oui, mais enfin quand même... c'est des personnes, quoi. Oui. Et du coup, c'est légal quand même de rien faire? Juste de dire au médecin, non, on ne peut pas faire. Ah oui? Oui, c'est légal quand même. Ah oui, il n'y a pas de... C'est pas... Oui, oui, sauf que, bon, voilà... C'est difficile déjà d'avoir accès au fait que, en plus, l'autorité du médecin, enfin, je ne fais pas un dessin, quoi. Oui, les médecins, de toute façon, ils proposent... Oui, puis il y a la pression sociale environnante aussi, ça dépend dans quel milieu on est, enfin, dans quel milieu, je veux dire, par rapport à ces problématiques, mais... En général, les gens le font. On ne leur dit pas, écoutez, vous pouvez le faire maintenant ou plus tard.
On ne dit pas ça. On dit c'est maintenant qu'il faut commencer. Parce que sinon, si on ne met pas les hormones, il va rester entre les deux. Par exemple. Et après, on ne dit pas, on va lui mettre les hormones, mais on ne va rien faire en bas. Non. Ben, ne serait-ce que pour les toilettes. Hein. Et ça fait des 20 ans aujourd'hui. Bon, enfin voilà. Alors, il y a une autre manière foucaldienne d'analyser la chose, donc en termes biopolitiques, c'est de considérer que la manière dont on va mettre à contribution tous les médecins, toutes les sciences humaines, etc., plus les parents, c'est finalement créer un dispositif de surveillance du genre en permanence, parce que les parents, ils vont monitorer, on va leur dire, écoutez, voilà, il va se passer ci, il va se passer ça, puis eux-mêmes, ils vont dire, ah bah oui, est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'il grandit bien comme il faut, est-ce qu'il imprinte bien, est-ce qu'il a un comportement garçon, est-ce que ceci, donc ils vont demander des conseils aussi à monnaie. Par exemple, est-ce qu'on doit se balader à poil devant les enfants, qu'est-ce qu'on doit faire, alors monnaie, lui, il s'en fout que la mère soit au foyer, ou que le père, la mère soit sur un tracteur et le père au foyer, c'est quand même pas le cas non plus dans les années 50 aux États-Unis. Donc lui, ce qui lui importe, c'est les parties génitales. Il est obsédé par les parties génitales. Donc il va dire, mais c'est bien que vous baladiez le père et la mère comme ça. Il voit bien la différence, il va mieux printer. Et c'est un type de conseil qui peut donner à l'intérieur de la théorisation qu'il a produite. Qui va très bien avec... Vous voyez bien que là, on a une vision essentiellement esthétique, politique, mais cosmétique du genre aussi. Puisque c'est le visuel qui prime. Ah, j'arrête.